que le ministre des Finances donne, encore que le rapport n'est pas, on ne nous a pas dit que c'était un rapport préliminaire, donc qui va subir encore des modifications ou des contradictions. Le ministre des Finances, il ne s'est pas hasardé à appeler la presse et à faire ce compte, à communiquer sur ces informations. Ça suppose que certainement, en amont, il s'est rapproché pour faire le contrôle, le suivi des documents, que ce soit les documents comptables, financiers, nécessaires pour retracer le nombre, c'est-à-dire que le budget ou alors les sommes d'argent consommées par tel ou tel autre département ministériel. Et que c'est avant la publication du rapport, justement, que les ministres en question ont la possibilité de corriger, de rectifier, de dire au ministre des Finances que non, attention, à tel niveau, nous avons plutôt reçu tel élément. Il se trouve que votre rapport, il y a telle chose qui n'est pas correcte. À ce niveau, on corrige, on rectifie avant de le rendre public. Donc, il serait un peu, je dirais, permettez-moi de dire qu'il serait un peu maladroit de penser que le ministre des Finances n'a pas fait ce travail. Et que... Il peut s'être pensé, il peut s'être le cas pour l'autre service du ministère de la Santé publique. C'est pour ça que nous disions depuis que ceci est du fait que soit on veut lancer à la vindicte populaire un élément qu'on estime que c'est à lui qu'il faut faire porter le chapeau. Donc, tous les coups sont permis. Et tout à l'heure, Mang le disait, chacun est dans la posture de dire que moi je suis Ponce Pilate dans cette affaire. Je me lave les mains et puis je fais ce que j'ai à faire. Que chacun vienne aussi se justifier devant le public. Et justement, peut-être que les faits recherchés, c'est que le ministre des Finances voudrait que le ministre de la Santé également fasse une sortie devant la presse, communiquant sur tout ce qu'il a reçu ou tout ce qu'il a demandé comme finance et comment est-ce qu'il a utilisé. Peut-être c'est à ça qu'on veut nous amener, que pour une fois, on voit des ministres qui viennent rendre public devant la presse, devant les Camerounais, leurs rapports d'utilisation de l'argent, des budgets qu'ils ont reçus, soit en cours d'année, soit à une certaine période de l'année. Mais voulons nous faire croire que cela n'est pas une bonne pratique et que les ministres, pourquoi le ministre des Finances ne l'a pas fait devant l'Assemblée nationale, les députés qui ont été élus par les populations. Mais je dirais encore que vraiment, je ne comprends pas que ce soit un acteur politique qui puisse poser un tel argument. Parce que justement, on sait très bien, il le sait très bien que si actuellement l'Assemblée nationale a une forte coloration d'un parti politique, il n'en demeure moins que si cela n'a pas été fait devant le Parlement, mais que la population qui a eu certaines informations mette la pression sur les parlementaires pour que ces derniers, justement, fassent leur travail d'appeler ces ministres pour faire le travail. C'est-à-dire que pour venir rendre compte. Et si on se rend compte que cela n'est pas en train d'être fait, que les députés que nous avons élus, les sénateurs à qui nous avons donné nos voix, sont en train de faire la sourde oreille, mais vous voulez qu'il reste quoi aux citoyens? Il doit attendre 2025, comme on dit tous les jours, qu'il faut attendre 2025 pour exprimer leur voix et espérer avoir les députés qui vont aller faire ce vrai travail. Non, les populations, ce qu'il leur reste à faire, c'est justement, lorsqu'il y a des débats comme ceux-ci, c'est d'en parler, parce que c'est une forme de pression que nous mettons, soit sur nos élus, soit sur nos membres du gouvernement, pour qu'ils rendent compte, parce que c'est une obligation légale pour eux. Alors, une obligation, il est donc question de faire toute la clarification de toute cette affaire. Mais quelle doit être la posture de l'un de l'autre membre du gouvernement? À date, on le sait, à la suite de la publication ou de cette sortie du ministre des Finances, lui, Paul Motazé, on a eu cette annonce faite que l'Argentine nationale a été entendue au tribunal autour de la gestion des fonds Covid-19. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit là-bas? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit au TCS? Non. Pourquoi alors vous commentez ça? Ils étaient au TCS. Je ne vous ai rien demandé. C'est à lui que je demande. Tu as déjà pris la parole. Tu as raconté tout ton enfantillage. On t'a écouté. Je vous ai dit que vous n'allez pas réinventer le monde. Lorsque Kochou Komeni, c'est bien d'avoir cité cet exemple, lorsque Kochou Komeni a eu à dire par des fonds collectés pour les lieux comptables,
que c'est entre New York et Paris. On ne l'a pas enlevé du gouvernement. C'est donc pour cela que ça a continué jusqu'aujourd'hui. Peut-être. Jusqu'aujourd'hui, au point où on est 11 milliards. C'est toi qui as la parole. Vous avez bien fait de rappeler l'exemple. C'est bien de vous comporter comme ça. Ça montre quel type d'alternance on peut avoir avec des gens comme vous. Vous venez d'écouter les discours des gens qui nous inspirent que si de telles personnes arrivent au gouvernement, le gouvernement sera dans la rue. C'est ça que je viens d'entendre. Monsieur Limbi, nous sommes ici en train de questionner l'action du Qui gouvernement. a la parole? Tu n'as Tu n'as aucun mandat pour questionner l'action du gouvernement. Je te le dis, va le demander à tous ceux qui t'ont enseigné, qui t'ont formé. C'est M. Moutomé qui a mis ce sujet à l'ordre du jour. Il ne s'agit pas de questionner l'action du gouvernement. Il s'agit de donner vos opinions. Vous ne questionnez pas, puisque vous questionnez à travers la presse. Vous avez vu un ministre venir vous répondre. Sur la base de ce questionnement-là. Ceux qui questionnent, chers petits frères ou enfants, ceux qui questionnent, si tu veux être quelqu'un qui questionne le gouvernement, cherche à être député. Quand tu seras à l'Assemblée, tu vas demander au ministre de venir devant toi, s'expliquer sur sa gestion. Je suis pour que l'opposition montre que si elle arrive aux affaires, elle va faire fonctionner les institutions, pas la rue. Le discours que je viens d'entendre de M. Moukoudi, sa chute montre très bien que l'instrumentalisation de ce désordre et votre participation à l'intérieur de ces désordres vise à amener la rue à déposer l'Assemblée nationale ou alors à déposer l'exécutif. C'est de ça qu'il est question. C'est un pouvoir qui leur est reconnu. Mais lisez les tests internationaux, vous comprenez frère, que moi je ne sais pas lire les tests internationaux. C'est reconnu aux populations. Monsieur Moukoudi, de mes 60 ans et tous les diplômes que j'ai, je ne lis pas les tests internationaux. Ce que je sais, c'est que la Constitution dit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Point. C'est ce que la Constitution de ce pays dit. Elle ne dit pas que les ministres viennent donner des comptes et des contre-comptes à la population. C'est ça à quoi on a droit aujourd'hui, Abel. On n'a pas droit à ça. C'est ce qu'on nous sert. Nous avons droit à des comptes rendus au Parlement. C'est ce que je veux pour ce pays. Je ne veux pas un pays où des ministres viennent chacun faire son compte rendu devant le peuple en disant j'ai donné à tel ministre tant de francs. Et c'est pour vous le dire donc que ceux qui demandent que ce genre de choses se fassent, ils voient donc les conséquences qui sont que l'action gouvernementale affiche peu de crédibilité. Est-ce que c'est devant la presse que les ministres s'expliquent les uns vis-à-vis des autres? C'est pour répondre à cette question que c'est non. Ceux-ci pensent que c'est oui, parce que le populisme veut qu'ils jouent le rôle de député ou de représentant de la nation devant les ministres. Ils ne le joueront pas tant qu'ils ne seront pas députés. Si vous voulez contrôler l'action du gouvernement, battez-vous pour être député. Et je reprends à mon compte les conclusions de CEPO. Si nous constatons donc, et c'est de ça qu'il est question, que nos députés ne font pas leur travail, tout en respectant la Constitution, nous nous organisons pour gagner les élections, pas pour leur demander de bien faire leur travail. Nous nous organisons dès lors que nous avons constaté qu'ils ne font pas bien leur travail, dès lors que nous avons constaté que le chef de l'exécutif, qui est le président de la République, ne fait pas bien son travail, ce n'est pas la peine de parcourir la terre entière pour dire ils ne font pas bien leur travail, ils doivent faire bien leur travail. Les gens ne peuvent pas dire une chose et son contraire. Tous disent il faut se préparer à les enlever, mais s'il faut se préparer à les enlever, alors la priorité stratégique c'est on les enlève comment? C'est ça qui me préoccupe. Pas démontrer qu'ils ne gouvernent mal. Parce que si c'est pour démontrer qu'ils gouvernent mal l'exercice auquel ils semblent très à l'aise et aguerris, parce que ça leur permet de bavarder, eh bien, on gouverne mal ce pays depuis 40 ans. Vous venez d'entrer dans la danse de ceux qui disent qu'on gouverne mal. Peut-être il faut qu'on vous laisse aussi vous danser un peu.
Mais déjà, nous avons déjà dit depuis 40 ans que cette... Et je vous rappelle quelques faits de l'histoire pour vous montrer que le jeu auquel vous jouez, c'est le jeu que le régime veut, au détriment de la crédibilité de l'opposition. Vous vous servez des dénonciations entre les gens du régime. Vous ne vous servez pas de vos éléments, de vos pièces à conviction. Quand le SDF, dans les années 90, avec ses 43 députés à l'Assemblée nationale, a eu vent des malversations au ministère des Postes et Télécommunications qui était dirigé à ce moment-là par Mouchipou Seydou. Le SDF n'est pas venu devant la presse. Ce n'est pas devant la presse. Le SDF n'a pas organisé un tintamarre. Ces communicateurs ne se sont pas répandus sur tous les plateaux de télévision. On n'a pas donné l'occasion à Mouchipou Seydou de venir sur un plateau de télévision faire un compte rendu. Le SDF habilement a fait jouer les mécanismes parlementaires. Une commission d'enquête parlementaire a été mise sur place, sur pied, qui a établi la culpabilité de Mouchipou Seydou. Il a été traduit. Le tribunal criminel qui existe pourtant depuis ne fonctionnait pas, mais il a été traduit devant les juridictions compétentes. Il est allé en prison, il a fait 15 ans de prison. Pour être efficace en politique, ce n'est pas l'activisme. Je prends un autre exemple. Non, pour chuter maintenant. Je vous prends d'autres exemples. Un seul. Je vous prends d'autres exemples. Pour donner des conseils à ceux qui font comme si ils viennent de découvrir que la terre existe. Parce que c'est ça que je suis en train de faire. Leur dire votre engagement dans ce combat, où vous utilisez des documents faux pour expliquer que le gouvernement gouverne mal. Quand je lis un rapport où on dit que ce qui est écrit dans le rapport n'engage pas la Chambre des comptes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me prépare à avoir un rapport de la Chambre des comptes qui peut dire le contraire de ce qui est dit ici. C'est ça que ça veut dire. Donc, on laisse la porte à la Chambre des comptes de venir demain même dire que tel ministre que vous avez mis devant la place publique, non, ce n'est pas lui le vrai responsable. En même temps, l'opposition qui saisit ces choses comme étant les armes de prédilection pour ergoter, bavarder, enfin, ce n'est pas l'opposition en général, c'est les nouveaux illuminés. Ils doivent se préparer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vouloir préparer l'opinion parce qu'ils veulent être les maîtres de l'opinion. À ne pas reconnaître demain ou après-demain que eux, ils ont mis en cause peut avoir ou peut être disculpé par la justice. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que le comportement de la mauvaise opposition, c'est de balayer la présomption d'innocence et de condamner avant terme, alors que les juridictions compétentes sont en train de travailler là-dessus. Vous mettez déjà en cause tel, vous dites que tel a dit que tel a reçu. Mais même Modazé qui vient vous dire qu'il fait un compte rendu à la presse, il ne vous a présenté aucune pièce à conviction. La presse n'est pas un instrument de contrôle. Monsieur Moukoudi dit qu'ils sont en train de mettre la pression. Ils mettent la pression sur qui? Sur les membres du gouvernement. Tout ce que vous faites sur le... Non, ils ne sont pas en train de mettre la pression sur les membres du gouvernement. Mais davantage, puisque c'est eux qui leur donnaient des éléments de réponse. Ils n'ont même pas le fait, puisque les membres... C'est vous qui venez d'instruire nos auditeurs que les membres du gouvernement sont en train de défiler devant les tribunaux. Oui. Quand les tribunaux sont actionnés, vous mettez la pression devant qui? Alors que vous êtes des partisans du principe que la justice doit être indépendante. La justice doit être indépendante. Merci beaucoup. Et le peuple est souverain. C'est parce qu'on met la pression que tout ça arrive. Merci beaucoup. Sinon, vous n'aurez même pas eu ce rapport. J'ai lu ce rapport pour bien prouver devant le peuple que ce rapport est un faux document. Et mis dans le cadre des intrigues à l'intérieur du gouvernement. Mais je termine en disant que ces intrigues-là vous utilisent. C'est vous qu'on utilise pour faire ces intrigues. Parce que finalement, je ne vois pas deux camps dans le NDC. Merci beaucoup alors. Je ne vois pas des membres du NDC qui soutiennent Modazé, d'autres qui soutiennent Manaouda Malachi. Je ne les vois pas. Je ne vois que l'opposition qui est sur deux camps
qui estime que M. Motazé a eu raison. M. Motazé n'a pas eu raison. Monsieur Lembi, merci. Voilà. Alors, Julien Sepo, finalement, on a donc ces disparités qui aujourd'hui fait l'actualité et qui davantage continue à laisser la population, le grand public, dans une incertitude totale. Personne ne comprend véritablement plus ce qui a été fait de l'argent du Covid-19 ou alors de l'argent du Covid-19. Et c'est ça, et ça n'honore pas le Cameroun, que ce soit, n'est-ce pas, pour ceux qui réagissent d'un côté et pour ceux qui posent des arts. Je dis ça n'honore pas le Cameroun dans la mesure où, je dis, ce n'est pas aujourd'hui, la mauvaise gouvernance de M. Biya est dénoncée depuis des années dans mes différents ouvrages jusqu'aujourd'hui. Je dis, M. Biya, pour faire 100 ans au pouvoir, je ne vais jamais me plaindre de ce qu'il gouverne, parce que je ne lui ai pas donné ma voix. Parce que moi, je m'inquiète de celui à qui j'ai voté pour travailler et qui ne travaille pas bien. Là, je m'inquiète parce que la prochaine fois qu'on va l'enlever, je vais me plaindre. Mais celui qui... Moi, je me bats pour que M. Biya ne soit plus au pouvoir parce qu'il travaille mal avec son équipe. Donc, tout ce qu'ils font là est symptomatique de ce qu'on fait depuis des années. Ce gouvernement ne travaille pas pour le bien du Cameroun. Et ils prouvent à suffisance, par leur comportement entre eux, que ça ne marche pas. Maintenant, quand je dis ça ne mord pas le Cameroun, parce que ce n'est pas l'image qu'ils devraient donner. Mais dans la mauvaise gouvernance, ils devraient quand même se serrer les coudes entre eux pour que certaines choses ne sortent pas en public, qu'on attrape à gauche, à droite, comme on vient de dire, comme on le constate. Seulement, nous sommes dans un pays où il y a des mécanismes, au-delà de tout ce que nous avons. En attendant que les choses changent, il y a des mécanismes judiciaires qui sont... Vous nous avez dit que les gens sont entendus au TCS. Ça veut dire que il y a la justice qui s'est assaisie de ce dossier et qui est en train d'entendre les gens pour nous expliquer. Peut-être que nous aurons le fin mot de l'histoire pour savoir exactement est-ce qu'entre le donateur ou alors entre l'argentier et celui qui allait à la caisse, entre celui qui allait à la caisse et le banquier, est-ce qu'effectivement il y a concordance? Là, la justice nous le dira, si tant est que la justice s'est déjà saisie de l'affaire. Je ne sais pas si c'est de cette affaire. Parce que moi, j'ai dit, aujourd'hui, je ne commente pas le faux rapport. Je ne suis pas là-dedans. Vous avez posé une question par rapport aux 2 millions, à la situation des gars de 46 millions. Voilà, un peu de la gaz. Exactement. Et c'est de ça que je parle. Je ne sors pas de ce sujet pour dire c'est un sujet qui n'aurait pas dû être parce que c'est une mauvaise image que ces gens donnent du Cameroun. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, ça nous surprend vraiment parce que on se croyait à un certain moment qu'on avait touché le fond. Mais on constate que les gens arrivent vraiment au fond, ils continuent à creuser pour entrer. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de les aider à s'enfoncer plus. Parce qu'il faut les remplacer. Ils ne travaillent pas bien. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de leur donner des conseils. Nous n'avons pas besoin de leur donner des éléments qui vont les aider à rebondir. Non, nous allons plutôt les aider à... Allez-y. Nous allons plutôt les aider à continuer à s'emballer pour que nous ayons suffisamment d'éléments pour aller vers les populations demain pour dire que ceux-là, ils n'ont pas fait ce qu'ils attendaient d'eux. Il faut les mettre de côté. Mais, j'ai dit, Frédéric, ce n'est pas de cette façon donc qu'on va arriver. Parce que je dis, vous pouvez avoir quelqu'un sur un lit d'hôpital pendant 100 ans, tout le monde, tous les jours, de regarder que celui-là, il ne meurt pas. Tant qu'on ne lui donne pas le coup de grâce, il ne va pas mourir, il va continuer à nous nuire. Donc il faut travailler pour offrir aux Camerounais une meilleure gouvernance avant, n'est-ce pas, que les choses... Mais si rien n'est fait, dans 20 ans, M. Motazé et M. Banaouda seront toujours là pour se crêper le chignon et on va continuer à pleurer de cette comme nous pleurons là que ça ne nous honore pas et on n'y pourra rien. On est en plein dans des clarifications. Des clarifications été données par l'un et l'autre. Reste peut-être à la justice de faire son travail. Monsieur Mouton, mais il y a une intention de clarification qui plutôt a produit un effet pervers. C'est l'intention de monsieur le ministre des Finances était peut-être de clarifier. Mais sur la base de ce qu'il a dit aux journalistes, on se rend compte qu'il y a plutôt anguille sous roche. Donc, ce ne sont pas des clarifications. Ça donne plutôt à réfléchir sur la manière dont ces gens gouvernent le Cameroun. Et moi, je dis que ça donne à s'interroger davantage sur l'argent du Covid-19 à penser que notamment les dénonciations qui ont été faites depuis le début de cette affaire ont tout leur sens aujourd'hui. Mais bien sûr, et c'est pour cela que les débats comme ceux que nous menons ici sont importants. Ils sont importants parce que c'est le peuple là qui regarde la télé,
C'est le peuple là qui suit ces émissions, qui suit la manière avec laquelle nous démontrons que ceux qui gouvernent ce pays ne le font pas bien. Quand même. C'est ce peuple que nous aurons besoin en 2025. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons sur des plateaux de télé pour attirer l'attention des Camerounais. Mais j'aimerais attirer et rassurer M. Elimbi sur le fait que nous ne sommes pas seulement présents sur les plateaux de télé, mais nous sommes aussi en train de faire un maillage territorial sur le triangle national pour attirer d'autant plus ceux-là même qui n'ont pas la possibilité de regarder la télé parce que, M. Elimbi, si vous ne le savez pas, il y a des localités qui sont plongées dans le noir, qui ne peuvent pas suivre une émission de ce genre. Et qu'avec les 11 milliards, on aurait pu leur donner de l'électricité. Il y a des populations qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un téléviseur et qu'avec les 11 milliards, on aurait pu développer un secteur d'activité qui aurait pu donner des emplois aux Camerounais. C'est pour cela que les Camerounais doivent être informés de ce qui se passe. Ils doivent être informés de l'inertie gouvernementale de manière générale que nous vivons actuellement. Ils doivent être informés de l'incohésion gouvernementale qui anime la gouvernance du président Paul Biya. Ils doivent être informés de l'absence d'un leader pour ramener tout le monde à la raison. Parce que si le ministre des Finances dit quelque chose et le ministre de la Santé dit autre chose, c'est parce qu'il n'y a pas un leader dans cet appareil-là qui peut ramener la vérité. Parce que celui qui devrait être l'arbitre, qui est le Premier ministre, n'est pas respecté par ces gars. Puisque chacun est arrivé là par son couloir. Cela donne à questionner comment est-ce que les uns et les autres ont fait pour être là où ils sont. Est-ce qu'ils sont là pour servir le Cameroun? Ou alors est-ce qu'ils sont là pour servir leurs créateurs? Ou alors est-ce qu'ils sont là pour servir les Camerounais ou se servir eux-mêmes? Donc, c'est donc cette architecture de la malgouvernance que nous déplions ici et qui fait en sorte que nous avons donc les éléments pour démontrer aux Camerounais qu'il est possible de faire autrement. Il faudrait que les Camerounais nous fassent confiance pour que le moment venu, que ces gens-là ne reviennent pas. Parce que, M. Moutomé, lorsqu'il faudra réélire le président de la République, ses camarades du RDPC vont revenir pour vouloir mentir aux Camerounais. Leur faire croire que non, ils ont bien géré les affaires jusqu'à date et que tout se passe bien. Pourtant, avec les éléments tels que ceux que nous sommes en train de décrire ici ce soir, les Camerounais comprennent bien qu'ils ne doivent plus être mentis le moment venu. C'est de cela qu'il s'agit. On sort de cette problématique de cette affaire de ces membres du gouvernement qui se crèvent le chignon pour clarifier les situations, mais qui davantage ont produit un effet contraire du point de vue de certains acteurs sur ce plateau. Mais au-delà de cet effet contraire, on a tout de même que des éléments plutôt, je ne vais pas dire approximatifs, mais des éléments ont été mis au devant de la scène, présentant que la riposte à la Covid-19 a été portée, menée de bout en bout sur le terrain par le ministère de la Santé publique. Avant de répondre à la question, Frédéric, permets-moi de lire un article de... c'est la loi sur... C'est une loi prise par l'Assemblée nationale au Cameroun, loi 2018-011, du 11 juillet 2018, portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. J'ai relevé 3 articles, mais je vais me limiter à l'article 36 parce qu'il est le plus court. Les autres sont un peu longs, mais très détaillés, mais lui est le plus court et facile à comprendre. Chapitre 6. De la mise en œuvre des recettes et des dépenses. Article 36. La situation de l'exécution budgétaire fait l'objet périodiquement en cours d'année de rapports publics. Voilà ce que l'article 36 de cette loi dit. C'est-à-dire, on dit la situation de l'exécution budgétaire fait l'objet périodiquement en cours d'année de rapports publics. Donc, le travail ce que le ministre des Finances nous a livré, il est dans son rôle légal. Ah bon, c'est ça Vraiment. le rapport? Oh, mais c'est pas... C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Non, je veux seulement savoir si je croyais qu'un rapport public est un rapport rendu public. Je ne savais pas qu'un rapport public, c'est une conférence de presse. C'est quoi pour vous le rapport public? Je vous donne mon temps.
Non, ça expliquons aux Donnez-moi votre téléspectateurs. temps, je vous dis ce que c'est que Expliquons aux téléspectateurs ce que ça veut dire. le rapport public. Laisse-le parler. Je vous donne des exemples de rapports publics. Non, je sais que le rapport. Mais c'est ça, non. Vous comprenez pas l'exemple. Vous comprenez le français, non? C'est quoi le rapport public? C'est quoi l'exemple d'un rapport public? Quand Elections Cameroun, heureusement que ça ne vous intéresse pas quand c'est Elections Cameroun, mais lui ça l'intéresse. Vous savez très bien que nous Quand Elections Cameroun Allez-y. fait son rapport, il ne fait pas une conférence de presse. Il prend le document, il le publie. Il le met à la disposition d'un éditeur, il le met à la disposition des services publics, il le met à la disposition des un rapport au public. Mais c'est ça qu'on s'agit. Je reprends mon temps de parole. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais je reprends mon temps de parole. Monsieur Limbilo, il n'a pas fait de conférence. les téléspectateurs Vous ne savez pas ce que c'est qu'un rapport public et vous considérez que c'est une conférence de presse qui est un rapport. Vous voyez donc très bien que si c'était un rapport, et c'est pour l'a dit dans sa démonstration, un rapport s'établit après qu'on ait confronté tous les aspects du problème et qu'on s'est mis d'accord sur ce qui a lieu d'être publié. Ici, vous avez deux ministres qui ne sont pas d'accord. Et je suppose que vous êtes en train de demander implicitement à M. Manaouda de faire aussi sa part de conférence de presse pour démontrer que M. Moutazé ne lui a jamais donné 43 milliards ou 40 milliards. C'est ce que l'article 36 dit. Elle me dit, c'est à dire que vous serez les conférences de presse. Non, j'aime mieux interpréter la loi cette fois-ci. Merci. Monsieur Limbi, s'il vous plaît, laissez à David aller au bout. Vous avez votre temps de parole. On vous a donné. Il m'a donné. Vous avez démontré vos limites. Vous avez démontré vos limites aujourd'hui. Je récupère mon temps. J'ai récupéré. C'est moi qui donne. J'ai récupéré. Alors, voilà, je lui ai donné quelques instants. J'ai récupéré. Il a démontré au public, il a démontré aux populations qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. J'espère que les populations ont pris note de cela, que nous avons des gens qui viennent souvent sur les plateaux pour nous distraire, pour nous divertir, au lieu de nous conduire vers justement ce que nous attendons, c'est-à-dire le mieux-être des uns et des autres. Et Mangla dit tout à l'heure, être sur les plateaux de télévision, c'est un autre espace qu'on utilise parce que vous savez, il y a beaucoup de Camerounais qui ont travaillé en longueur de journée, sont rentrés certainement à 20h, 20h30, 21h. C'est l'occasion pour eux d'écouter aussi certains acteurs à partir des médias. Ils ont la chance d'avoir de l'électricité. De l'électricité même dans leur localité. C'est un autre débat. Donc, pour dire que, Frédéric, nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons déjà dit. Je pense que l'essentiel a été dit ici. Que ce soit ce que M. Manga a dit, ce que j'ai précisé, et même Julien, nous avons tous déploré comment ça s'est passé. Les guéguerres, c'est-à-dire que ce que ça peut démontrer comme insuffisance dans la cohésion gouvernementale. Mais je tiens encore à préciser que le Camerounais lambda qui est chez lui, qui n'a pas la possibilité, parce que justement certains acteurs politiques, comme Sier et Limilo viennent sur les plateaux pour leur dire que aucun ministre n'a le droit de vous dire comment est-ce qu'il a utilisé son budget. Il doit aller le faire au niveau du Parlement. Et que s'il ne l'a pas fait au niveau du Parlement, vous devez vous taire et attendre jusqu'à ce qu'il soit enlevé comme ministre par le président de la République, ou alors que les parlementaires à qui vous avez donné vos voix, vous les enleviez aux prochaines échéances. Et justement, on sera surpris quand on nous annonce qu'il y a les détournements de fonds. Mais pourquoi on va donc faire les débats aussi sur les détournements de fonds si justement, au départ, on ne nous a pas donné la possibilité de voir clair sur comment est-ce que les gens ont utilisé l'argent public. Qui, il faut le rappeler aux citoyens, c'est notre argent. C'est l'argent de nos impôts. C'est l'argent des taxes qu'on nous prend tout le temps. Et donc, il est tout à fait normal, selon la loi qui a été prise par nos parlementaires, que le gouvernement, justement, rende public leur rapport et que ce soit accessible encore que. Parce que souvent, la notion de rendre public, on estime qu'il faut se limiter à diffuser le rapport. Et pourtant, dans la notion de rendre public, il faut encore que le document soit accessible et utilisable par le public en question. Donc, je vais chuter par là en disant que nous n'allons pas le dire assez. Il y a une forte cacophonie que nous sommes en train de constater
dans la cohésion de notre gouvernement. Et donc les Camerounais doivent prendre justement la pleine mesure de cela. Il faudrait que justement au sortir de là, chaque Camerounais sache dorénavant ce qu'il faut faire pour justement, là où je suis d'accord avec les autres, mettre les hommes qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Mais pas seulement les mettre à l'endroit qu'il faut, mais également pouvoir sévir lorsqu'il faut le faire. Et qu'ils sachent, que les Camerounais sachent que le droit justement de mettre la pression à leurs élus est recommandé, surtout dans un contexte où difficilement, si Elimbi Lobe est ici, qui nous disent en tant qu'acteur politique combien de descentes terrain il fait au quotidien. Là, pas la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Été candidat, il a été conseiller municipal. Combien de comptes rendus a-t-il fait pour prendre les résolutions du conseil, aller diffuser ça à son public, qui lui a donné les voix? Merci beaucoup. J'ai été dans sa localité, je sais de quoi je parle. On parle du deuxième sujet tout de suite, mesdames, messieurs. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes avant la fin de ce programme de ce soir. Nous voulons rassurer également les téléspectateurs qui nous ont déjà écrit que nous aurons l'opportunité de lire quelques SMS d'ici la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous accompagner encore ce soir, comme le lundi, le mardi, le mercredi, sur la télévision du monde, 21h, 23h. La deuxième problématique porte sur la crise anglophone, notamment à ces rapports, un énième rapport de Human Rights Watch qui, une fois de plus, met en mal l'armée camerounaise. David Mokoudi, l'armée camerounaise est-elle devenue le meilleur élément pour Human Rights Watch de rendre public ces rapports? Je ne dirais pas que l'armée camerounaise est devenue le meilleur élément pour Human Rights Watch de rendre public ces rapports sur le Cameroun, bien qu'ils le font pour d'autres pays, même en Europe. En fait, c'est ça souvent la petite gêne que j'ai avec les émissions qui concernent justement le travail que certaines organisations, certaines ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, font. Parce que tout ce que Human Rights Watch a fait, c'est ce que nous on fait à Un Monde à Venir tous les mois avec le mouvement Stand Up au Cameroun, où on documente les cas de violation des droits de l'homme au Cameroun dans les 10 régions. Pas seulement justement les cas de violation des droits de l'homme, mais on documente également les différentes attaques qui sont perpétrées par les forces armées, que ce soit les séparatistes au nord-ouest, au sud-ouest, que ce soit le groupe djihadiste Boko Haram dans l'extrême nord et le nord. Tous ces éléments, nous les documentons tous les mois. Nos rapports sont rendus publics tous les mois. Les autorités ont ça. Donc en réalité, ce que Human Rights Watch fait, si je peux vous dire, c'est-à-dire que c'est comme une redite de ce que nous, au niveau national... C'est vous qui donnez les informations à Human Rights Watch? Non, Human Rights Watch a ses mécanismes de collecte d'informations, encore que il s'appuie également sur les acteurs locaux, c'est-à-dire que sur les organisations qui sont au niveau national, qui leur confirment ou infirment certaines informations, certains cas. Pareil que nous, lorsque nous avons certaines informations, quand elles ne sont pas vérifiées, on ne les communique pas, on ne publie pas là-dessus, on les jette parce que c'est bon pour la poubelle. Mais lorsqu'on a une information, avec tous les éléments qui vont avec, on documente et on rend public le rapport qu'on n'adresse pas seulement au public, au grand public, mais des rapports qu'on adresse également aux autorités. C'est qu'on envoie, que ce soit au Premier ministre, que ce soit au ministre de la Défense, au ministre de l'administration territoriale, on envoie systématiquement ces rapports à ces personnes. C'est pour ça que chaque mois, nous avons des rencontres de plaidoyer que nous faisons auprès de ces membres du gouvernement pour leur faire entendre nos voix, leur apporter des propositions pour mieux résoudre ce qui se vit aujourd'hui sur le terrain comme crise. Et de l'autre côté, nous cessons également aussi d'interpeller ceux qui sont en face, qui ont pris des armes et qui tuent d'autres citoyens civils dans ces différentes localités. Malheureusement, comme on peut le dire, nous n'avons peut-être pas une force contraignante sur les sécessionnistes qui ont pris les armes, mais tout au moins, nous avons l'espérance que le gouvernement, qui a toutes les machines nécessaires, peut nous entendre, peut nous écouter et peut facilement mettre en feuille de route les propositions que nous lui apportons pour résoudre la crise. C'est pour ça que
nous assentions plus de leur côté. Alors, Jacques Bertrand, autour de cette problématique de la crise anglophone, on le sait une fois encore, le rapport de Human Rights Watch met en mal l'armée camerounaise. Davantage, le dit rapport précise que l'armée camerounaise est un véritable bourreau contre sa population, mais au-delà, cette armée ne respecte pas les droits de l'homme. Elle détruit systématiquement tous les lieux sacrés et tous les sites historiques qui ont toujours, et par le temps passé avant la guerre, fait la fierté de ces localités dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Monsieur Moutomé, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de guerre propre. C'est-à-dire que toutes les guerres sont sales. Maintenant, je ne veux pas participer à un débat sacrificiel de l'armée camerounaise qui est au front, parce que je sais que ces gars qui sont là-bas travaillent dans des conditions qui sont très difficiles. Ils ont en face d'eux une autre armée qui agit avec des méthodes qui sont des méthodes asymétriques. Et ils sont en face des personnes qui n'auraient jamais dû prendre des armes. Mais par rapport à ce rapport de Human Rights, j'aimerais dire que Human Rights n'a pas seulement tiré sur l'armée camerounaise. Human Rights a également attiré l'attention sur le caractère néfaste des activités de ces groupes de sécessionnistes, de ces groupes armés terroristes qui agissent dans cette partie du pays. Parce que Human Rights, quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte qu'ils ont fait un étalage clair de l'ensemble des exactions que ces bandits de grand chemin font tous les jours. Et cela me donne l'occasion de dire ici qu'il est temps que cette guerre prenne fin. Il est temps que cette guerre prenne fin avec l'initiation d'un dialogue sincère et que le dialogue ne soit pas seulement centralisé, qu'il y ait des poches de dialogue, que plusieurs personnes soient mises ensemble pour que cette guerre prenne fin et que les mesures du grand dialogue national soient véritablement implémentées. C'est-à-dire que les populations ressentent que quelque chose a changé par rapport à l'avant-grand dialogue national, parce que c'est aussi de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vais faire une digression rapidement pour parler un peu de la situation sécuritaire dans la zone du nord, du septentrion de manière générale. Pour dire que si vous voyez une recrudescence de la secte terroriste Boko Haram, c'est aussi peut-être parce que les populations ont à un moment été lésées, les groupes de maintien d'autodéfense. C'est-à-dire que ces groupes-là ne sont peut-être plus bien entretenus comme ils ont été depuis un certain temps. Maintenant, à part ça, il faudrait aussi que les conditions des populations de ce côté-là changent. Parce que quand les populations continuent à vivre dans une misère totale, ils ont des réticences à donner l'information aux forces de l'ordre et de sécurité. Il est important que les stratégies soient revues et que la calmie revienne au nord-ouest et au sud-ouest, parce qu'il n'y a pas de développement dans la guerre. Il n'est pas possible pour un pays de se développer quand ça tire de partout. Il n'est pas possible pour une population d'avoir de la quiétude quand certaines personnes meurent, se font décapiter, violer et kidnapper. Donc il faut que cette guerre prenne rapidement fin, et le gouvernement camerounais a tous les leviers pour que cette guerre prenne fin. Alors, le gouvernement camerounais a tous les leviers pour que cette guerre prenne fin. Doit-on comprendre la démarche aujourd'hui de cette organisation non gouvernementale Human Rights Watch qui, en plus de l'armée camerounaise, a tensé le rebelle sécessionniste Julien Sepo? Je vais commencer par où, monsieur Marachuté. Le gouvernement camerounais n'a pas tous les leviers pour faire cesser cette guerre. Il faut qu'on cesse parfois de prendre... Ce n'est pas le gouvernement camerounais. Je ne dédouanerai jamais monsieur Biya de sa mauvaise gouvernance du Cameroun. Mais je m'inscris... Je ne suis pas, ou alors je ne pense pas que le gouvernement camerounais soit responsable de cette guerre, entre guillemets, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Il suffit du fait de certains illuminés. En même temps, monsieur, c'est une question qui est très essentielle. Je n'aimerais pas que mes propos soient travestis. Lorsque je dis que le gouvernement a tous les leviers
pour résoudre ce problème. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui est responsable de la guerre de ce côté-là. Donc n'essayez pas de le dire parce que je ne l'ai pas dit. Je pense que nous sommes encore devant... Vous avez parlé, je suis en train de parler. Je n'ai même pas encore fini ce que j'avais à dire. Vous savez où je vais aller. Non, j'aimerais rapidement vous rectifier cela. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai rien à rectifier. Vous avez dit que le gouvernement a tous les leviers pour faire cette guerre. Le dit ne veut pas dire que... ça veut dire que le gouvernement... C'est ce que vous l'avez dit. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est responsable de la guerre. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tout le monde connaît l'opinion que le parti que je représente sur ce plateau a par rapport à la question de la crise anglophone. Et nous disons que ceux qui ont pris les armes dans cette affaire ne l'auraient jamais dû. C'est la raison pour laquelle nous disons que le gouvernement a la légitimité nécessaire pour engranger tous les leviers pour que cette guerre prenne fin. D'accord. Monsieur Julien Sepon. Bien. Je pense que je peux continuer. Vous avez dit que M. Biya ou son régime et lui ne sont pas responsables de la situation qui sévit dans les régions du Nord-Ouest du Sud, pour laquelle l'armée est déployée, mais également pour laquelle l'armée est prise à partie par les organisations camerounaise, loin de respecter les droits humains, les droits fondamentaux humains, mais aussi l'armée est mise le même pied d'égalité en termes d'exaction que ceux qui ont pris les armes contre la nation camerounaise. Et c'est de ça malheureusement qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on instrumentalise une situation de guerre pour faire croire, pour faire porter le chapeau à celui qui est légitime dans son droit, à celui qui se défend. Je rappelle que l'armée camerounaise est là pour défendre, pour nous défendre, nous qui sommes ici. Si l'armée camerounaise n'est pas là, je ne suis pas sûr que nous serons ici. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a certains illuminés qui se sont levés un matin, développer un sentiment de latence chez certaines populations sous le prétexte qu'ils vont prendre le pouvoir et leur offrir le paradis parce que M. Biya gouverne mal. Je suis d'accord que M. Biya gouverne mal, mais on en est arrivé là, pourquoi? Parce que certains, on leur a accordé une certaine sympathie en croyant que en les soutenant, ça va les aider à chasser M. Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi je dis, je ne peux pas comprendre que un rapport, tiens, on parlait de rapport, tout à l'heure on parlait des rapports, on disait que quelqu'un a présenté un rapport. Je ne sais pas si je peux trouver le rapport que le ministre des Finances a présenté l'autre jour, parce que là c'est un rapport qui est disponible pour tout le monde. Oui. Alors là je veux dire quoi? Je veux dire que nous ne pouvons donc pas, Human Rights Watch, excusez-moi si Human Rights Watch vous dit que l'armée camerounaise commet des exactions par rapport à la guerre, il précise bien par rapport à... Mais je rappelle que l'armée camerounaise n'a pas en face d'une armée régulière. Lorsque si vous êtes chef de troupe, monsieur Moutomé, et que vous conduisez des hommes, et que vous avez en face de vous une foule, une balle sort de la foule pour tuer votre élément, vous devez réagir. La riposte peut être disproportionnée, mais vous devez réagir parce que vous voyez votre camarade tomber par quelqu'un que vous ne savez pas d'où la balle sort. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez donc pas mettre l'armée républicaine qui défend l'intégrité du territoire. Parce que je le disais encore quelque part aujourd'hui, parce que certains disaient que non, c'est genre logique. Je disais encore, sans cette armée, le drapeau ambazonien flotterait déjà dans certaines localités de notre pays. Mais ils ont réussi cet exploit-là. Au lieu de les encourager pour dire, il faut mettre hors d'état d'unité ces illuminés qui ont cru qu'ils pouvaient partitionner le pays, et on dit à certains de ceux qu'ils appelaient leurs compatriotes, sous le fallacieux prétexte qu'ils parlent l'anglais et les autres parlent français, donc ils ne se sont pas, qui vont leur donner un meilleur vivre que celui qui est là, celui qu'on leur donne pour le moment, pour faire croire que c'est pas... L'armée camerounaise, et je pense que le gouvernement camerounais n'a pas peut-être fait tout ce qu'il fallait pour que cette affaire n'arrive pas, parce que nous l'avons décrit suffisamment dans vos plateaux ici, qu'on aurait pu éviter ça. Peut-être on aurait pu éviter, éviter, ça ne veut pas dire qu'on aurait empêché les gens qui... parce que des gens qui l'ont fait, quand j'entends aujourd'hui les gens dire que non, c'était les organisations corporatives, ceux qui se sont machin, truc. Je rappelle, c'était un groupe de personnes qui avaient frappé monnaie, qui avaient battu près les passeports, qui avaient créé pour décréter un pays. Et nulle part, depuis que je suis né, avant ma naissance, on connaissait le FLEC en Angola.
le gouvernement angolais qui a combattu le fleuve pendant des dizaines d'années. On connaît la Casamance, on peut citer des millions et des millions de situations comme ça. Mais on n'a jamais tensé l'armée nationale parce qu'elle a voulu rassurer. Parce que l'armée, j'ai toujours dit, et je le dis souvent, l'armée a été déployée à Bamenda, dans ces zones, principalement pour protéger les populations qui étaient pris en étau par ces coupes jarrets qui voulaient amener des gens à penser comme eux, pas la force. Et l'armée a joué son rôle. Je prends un petit exemple. Lorsqu'à un certain moment ici à Douala, il y avait des bandes de gangsters avec mis Douala en coupe rangée. On a créé ce qu'on a appelé le commandement opérationnel pour mettre de l'ordre. À ce moment, je n'avais entendu aucun acteur pour dire que non. Au lieu d'aller arrêter ces gars-là, il faut les appeler pour négocier avec eux parce que ce sont des Camerounais, ils sont seulement en mal de ceci, c'est pour ça qu'ils agressent les gens. Non. À un certain moment, les pouvoirs publics doivent faire appel à la force légitime pour dire maintenant, et peut-être c'est pour ça qu'il disait que le gouvernement n'a pas pris tous les leviers qu'il faut pour... Mais il y aura toujours des gens de mauvaise foi, il y aura toujours des gens de mauvaise foi dans cette affaire qui vont vous faire croire que, en gonflant parfois les chiffres, peut-être qu'ils ne sont pas vrais, mais lorsque c'est l'armée qui meurt, l'autre jour encore on disait on a tué 3 gendarmes, ou 3, qui sont nos frères. Même ceux qui ont tué l'autre côté sont nos frères. Nous n'avons jamais souhaité ça. Mais il faut couper le mal à la racine. C'est-à-dire qu'en enlevant du cerveau de ceux qui veulent partitionner le Cameroun, que ce n'est pas possible. Tant qu'ils ne resteront dans cette logique-là, je ne vois pas en quoi, je ne vois pas ce qui peut être... Prochain l'armée camerounaise. Je ne vois pas. Je souhaiterais, avant que vous ne preniez la parole, donner 1 minute, si vous le souhaitez bien. Donnez lui-même tout le monde. Non, je ne donnerai pas tout votre temps, s'il vous plaît, Abel. David, vraiment 1 minute. Non, juste 1 minute. Ce que je voulais expliquer justement en quelques secondes ou en 1 minute, Maxi, c'est que lorsqu'on parle des exactions commises par l'armée ici, il faut qu'on se comprenne et qu'on soit clair. Il ne s'agit pas de ce que un élément de force de défense a tué un élément de camp de sécessionnistes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Parce que à chaque fois quand il y a ce débat sur la table, on a l'impression que, et d'ailleurs c'est ce que certaines personnes laissent transparaître, que lorsque un militaire ou un gendarme tue un sécessionniste ou un élément des groupes armés, et ils disent que justement c'est ça que nous défendons, que nous disons qu'ils n'ont pas à le faire. Non. Lorsqu'on parle des actions commises par l'armée ici, c'est sur les civils. Et c'est toujours précisé que justement, ils sont là-bas en opération. Mais est-ce que ces gens sont une armée régulière? Non, on parle des civils. Qui n'est pas. On parle dit dans cette population qui est civile et qui est ambassade, qui est militaire. Julien, tous les rapports qui sortent et que les éléments, même l'armée l'a déjà reconnu plusieurs fois, des exactions qui ont été commises par les éléments sur le terrain, sur les civils. Vous n'avez jamais entendu une organisation de société civile se plaindre de ce que d'ailleurs, vous voyez, ces dernières tensions ont brandi qu'il y a 3, 4, 5 personnes de groupes sécessionnistes qui ont été tuées par l'armée, le matériel a été récupéré, les armes ont été récupérées. Est-ce que vous voyez que les rapports que nous rendons publics accablent ce genre de situation en disant que vous ne devez pas tuer ces gens-là, remettez-leur leur matériel? On intervient, mais justement, on intervient, mais nous intervenons, mais non, parce qu'ils sont dans une guerre, parce qu'ils sont dans une guerre, ils tuent dans le monde de l'armée, l'armée peut aussi riposter. Mais ce que nous déplorons, c'est que dans cette opération de sécurité, il faut vraiment sécuriser le civil et qu'il arrive juste que s'il y a un civil qui est tombé, que ce soit justement ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle vulgairement les dégâts collatéraux, mais il ne faut pas que ce soit intentionnel. Parce que justement, les éléments de preuve que nous avons jusqu'ici, c'est que certaines des actions qui sont commises par les forces armées sont préméditées. D'accord. Alors, voilà justement le point de l'histoire. Le rapport précise qu'il y a des actions préméditées ou alors pensées par des éléments de force de défense au détriment... Certains des éléments. Donc, ça peut être certains ou tous. Mais au détriment des ordres qui sont donnés par la hiérarchie. Et du coup, on se retrouve dans une situation de non-respect à la fois de la discipline militaire, mais davantage des droits de l'homme. Quelles sont les preuves de leurs allégations? C'est Human Rights qui le dit. Donc, quand Human Rights dit quelque chose, ils disent qu'ils ont leurs éléments. On se passe de l'exigence de preuves. On vient nous balancer ça sur les plateaux de télévision. Je vous ai dit que
Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est l'existence d'une catégorie d'acteurs qui pensent que quand ils tiennent des discours politiquement corrects, ils sont aimés, ils sont applaudis, ils sont à la recherche de cette popularité. Et ils étalent leur irrationalité sur les plateaux. Le jour où vous serez des victimes, vous saurez qu'on ne peut pas mettre le droit et le non-droit sur le même plateau de la balance. Et que s'il y a des gens qui viennent vous dire que les sécessionnistes n'auraient jamais dû prendre les armes, puis ils vous disent mais l'armée doit respecter les droits de l'homme, c'est des démagogues. Qui a dit ça sur ce plateau? C'est des démagogues. Ce discours que nous entendons là, c'est le discours des populistes qui vivent de la démagogie. Si vous aimez la justice, demandez à ceux qui ont pris les armes de les déposer. L'armée camerounaise existe ici à Douala, elle ne tue personne. Elle existe dans les régions de la Damawa, de l'Est, du centre. Il y a un qui a tué à Pouma. Ouais, c'est toi qui parles. Il y a un qui a tué à Pouma. Prends mon temps. Il y a un qui a tué à Pouma. Répète-nous ton cours. Ah. Non, c'est vous qui avez la conclusion. Il y a un qui a tué à Pouma. Vous n'êtes pas au courant de ça? On est encore dans des suppositions. Il y a une enquête qui a été ouverte à cet effet. Donc on ne peut pas encore confirmer. Il y a les éléments. Non, il y a une enquête en cours. Je préfère rester sur ces éléments-là. L'histoire nous dira quel est le problème que vous avez contre l'armée camerounaise. Mais je ne me bats pas contre vous parce que vous êtes de mauvais acteurs. Personne ne comprend ce que Boko Haram veut. Quand on tue des civils camerounais, personne ne comprend. Ils veulent quoi? Ils veulent couper une partie du territoire camerounais pour créer un califat. Ce n'est pas leur droit. Et puisqu'ils ont pris des armes pour le faire, ce que nous avons pour répondre, c'est l'armée. Pour les mettre hors d'état de nuire par tous les moyens. C'est ce que toutes les armées du monde font. Quand l'armée américaine a voulu mettre hors d'état de nuire Ben Laden, personne, et Human Rights Watch n'a pas parlé de droits de l'homme. Pourtant, l'armée américaine est allée jusqu'au Pakistan. Arrêter Ben Laden, pas le traduire au tribunal, le tuer et jeter son corps dans la mer. Et c'est les Pakistanais qu'ils ont tués. Ils ont tué les Pakistanais. C'est les Douala qu'ils ont tués. Mais dites-nous s'ils ont tué les Pakistanais. Vous parlez bien qu'ils ont arrêté Ben Laden. Ouais. Dites-nous aussi là où ils ont tué les Pakistanais. Je vais prendre mon temps pour nous montrer comment. Dites-nous là où ils ont tué les Pakistanais. Nous concluons l'émission sur c'est moi qui parle. Dites qu'ils ont tué les Pakistanais. Le jour où les Pakistanais vont s'attaquer aux intérêts américains, les Américains vont les tuer. Ah, c'est comme ça que vous avez bien dit les Pakistanais. Ben Laden est parti se cacher au Pakistan. Les Américains avaient un problème avec Ben Laden. Ok. Les Américains, c'est un État. Ben Laden, c'est une organisation, un individu à la tête d'une organisation. Tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Les sécessionnistes camerounais, c'est des groupes qui veulent amputer le territoire du Cameroun pour créer un État. Personne ne leur dit de ne pas créer un État. Ce qu'on leur dit, c'est de ne pas prendre le territoire camerounais pour le faire. Et nous avons organisé une armée pour défendre l'intégrité du territoire. Par tous les moyens, y compris en tuant les adversaires. On parle des civils. On ne parle pas des adversaires, on parle des civils. Et les adversaires, c'est ce que Sepo vous explique. On parle des civils. Quand vous avez la tête aux pieds, vous ne comprenez pas que lui parle de guerre asymétrique. Ça veut donc dire que ces civils-là peuvent être des militaires. Ce sont ces civils qui prennent des armes. Waouh. Ce sont les civils qui grave, prennent des hein? armes. Ils sont en train de Dans nous un écouter là-bas. pays, la seule personne qui prend les armes est un membre des forces de défense et de sécurité. Si quelqu'un d'autre prend une arme, il est un civil qui n'a pas le droit d'avoir une arme. Il n'y a que dans la tête des organisations fantoches qui vivent du port ou du transport, de la diffusion des idées qui sont contre nos États et nos valeurs
pour venir nous expliquer que on a tué des civils qui n'étaient pas armés. Et il y en a eu. David, vous le savez. David, moi je ne le sais pas. Vous le savez. David, vous le savez pas. Vous reviendrez. Vous considérez vos fantasmes comme ce que tout le monde. Non, vous ne connaissez pas, vous laissez. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais allé faire une mission d'investigation dans ces localités. Vous ne savez pas le quoi. Vous êtes ici à Douala sur le plateau à Bavaré. Allez faire une investigation là-bas. Ce n'est pas mon rôle. C'est vous qui êtes payé pour faire des votre rôle, c'est de venir dire quoi sur le plateau. Moi, mon rôle, c'est de soutenir l'armée camerounaise. De la soutenir. De déni. De la soutenir. Soutenir qui? Et de lui dire que si elle vous trouve, vous. Et dans les familles qui meurent. Je dis à l'armée camerounaise que si elle trouve Moukoudi là-bas. Oui. En train d'aider les sécessionnistes qu'on le tue. Et ils ne le trouveront jamais. Parce que comme nous n'aidons pas les sécessionnistes, malheureusement, vous voyez comment vous avez honte, vous détournez le débat. Nous n'aidons pas les sécessionnistes. J'ai pensé que vous avez dit que si nous sommes en train d'aider les populations civiles, j'ai pensé que vous avez dit que vous n'en connaissez rien. Vous êtes payé pour ça. Vous n'en connaissez rien. Vous avez dit que vous touchez de l'argent auprès des organisations. Faire ce que vous faites. Monsieur, vous avez aussi touché l'argent auprès de nous. Sauf que vous n'avez pas dit à vos organisations et un peu de retenue. Vous savez pour la première. Bon. Donc, je termine. Moi, mon rôle, c'est de soutenir l'armée camerounaise. De la féliciter pour tout ce qu'elle a déjà fait jusqu'à présent. De l'encourager à tuer si elle est contrainte de le faire. Ceux qui ont pris les armes pour des causes inacceptables. Ceux qui ont tué à Yafor. Si on les avait trouvés en train de tuer à Yafor, l'armée n'avait que 2 missions. Soit les arrêter pour les traduire devant les tribunaux. Si elle ne peut pas le faire, elle les tue. C'est le rôle de l'armée. Il n'y a que des voyous pour venir sur les plateaux de télévision nous expliquer. Alors, David, comment penser... Les droits de l'homme, c'est... Vous êtes plus voyous que tout le monde sur ce plateau. S'il vous plaît. Merci. Alors, comment penser que des actions menées par l'armée, même peut-être contre des populations civiles qui aideraient d'une façon ou d'une autre les sécessionnistes, sont intentionnelles? Parce que dans le rapport du Human Rights Watch, on précise justement qu'il y a cette intention de certains éléments de l'armée à aller nuire aux intérêts des populations civiles, je le reprécise. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous expliquons, que les forces armées qui sont sur place pour sécuriser et protéger n'ont pas justement à s'en prendre aux civils qui ne sont pas armés, qui n'ont pas pris des armes. J'ai lu dans un groupe tout à l'heure, quelqu'un s'interrogeait en disant que et si ces populations, si ces civils qui n'ont pas pris des armes sont des boucliers, on doit faire quoi? Vous voyez jusqu'à quel niveau les gens partent. C'est une question qui est pas très légitime. Non, sa question sous-entend que, justement, si on arrive dans une localité et qu'il se trouve qu'on est en train de questionner les civils en leur demandant, par exemple, que est-ce que vous avez des informations sur ceux qui ont pris des armes qui sont dans votre localité? Des civils qui, pris dans les taux de la guerre, ils sont traumatisés, peur, ils sont dans la peur. Un civil peut arriver à vous dire que non, je n'ai aucune information. Et vous, vous estimez qu'il est un bouclier et donc il faut le tuer. Est-ce que c'est ça? Mais moi aussi, je m'interroge, je pose aussi ma question. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit comme bouclier? C'est pas ça le bouclier. Bon, malheureusement, la personne n'est pas sur ce plateau. Elle a envoyé son interrogation. J'ai aussi envoyé la mienne. J'espère qu'elle va envoyer son message tout à l'heure, peut-être pour clarifier. Mais je dis que justement, dans cette guerre, les populations civiles qui n'ont pas pris des armes n'ont pas à être des boucliers et justement n'ont pas à être celles qui vont subir les conséquences de la guerre. L'armée qui est là-bas est là pour protéger et sécuriser. Et donc, il faut protéger et sécuriser. Une fois qu'elle a sécurisé et protégé les biens et les personnes qui sont là-bas, qui ne les attaquent pas, qui n'ont aucun problème contre eux, en ce moment-là maintenant, puisqu'il y a un camp d'en face qui a pris les armes, qui est en train d'attaquer l'armée, il est de tout à fait normal pour l'armée de riposter. Personne n'a jamais dénié cela à l'armée. Mais pourquoi le rapport de Human Rights Watch ne peut davantage pas se pencher essentiellement sur les exactions menées par les éléments de la séparation dans le nord-est du Cameroun? On le sait, régulièrement, elles ont à rançonner ces populations-là, elles ont à enlever
des administratifs. On le sait, il y a encore 5 ou 6 délégués départementaux du Ndiang qui sont entre les mains des éléments de la rébellion, qui d'ailleurs ont demandé des rançons pour la libération de ces administratifs-là, qui jusqu'ici n'ont pas été libérés. Au-delà de cela, ces rebelles-là ne manquent pas de mettre le feu où ça leur plaît, et même parfois de tuer les civils, mais avec des tenues militaires, et finalement, c'est l'armée qu'on accuse. Par rapport à ça, justement, Frédéric, il y a tous ces cas aussi qui sont relevés, des forces séparatistes qui commettent des actions en utilisant les tenues militaires. Tous ces éléments sont relevés. Effectivement, tous ces cas sont relevés dans ces différents rapports et adressés aux autorités compétentes. Parce que, rassurez-vous, Human Rights Watch a les équipements que nous, ici, au niveau local, nous n'avons pas. Ça, il faut, nous, on n'a pas un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas les éléments au même niveau qu'eux. Donc, ils ont la capacité de détecter, de savoir que tel élément de force séparatiste qui a tué, et qu'on veut faire porter le chapeau à l'armée, ils sont capables, et même notre armée est capable de savoir que ce n'est pas l'armée qui l'a fait. D'ailleurs, on se vante souvent de ce que le Cameroun a l'un des services de renseignement les plus efficaces. Donc, je m'en voudrais de dire que dans cette guerre, notre service de renseignement n'est pas capable justement d'avoir ces éléments de réponse de ce que ceux qui ont tué les civils, ce n'est pas l'armée. Mais jusqu'ici, de tous les rapports qui ont été produits, à chaque fois qu'on a mis en avant les bavures de certains éléments de force de défense, ça a toujours corroboré. Je vous dis jusqu'ici, est-ce qu'il y a, vous avez souvenance d'un cas qu'on a présenté, que ce cas, c'est 1, 2 ou 3 éléments de force de défense qui ont commis cette bavure et que la contradiction a été apportée plus tard. La plupart, ça s'est avéré, et ce que nous demandons, c'est que ces éléments n'ont pas à aller faire ce travail sur le terrain. Et je crois que sur l'une de vos émissions, toujours sur le sujet, on avait précisé sur les différentes étapes qu'il fallait d'abord sécuriser la zone avant d'affronter maintenant le camp d'enfance. On ne refuse pas que le camp d'enfance utilise les populations, mais l'armée qui est plus, je préfère le dire comme ça, plus rusée, expérimentée et professionnelle par rapport à ceux qui sont en face, doit pouvoir tout faire pour justement ne pas arriver à tuer les civils. Quand ça arrive, il faut vraiment que, comme on a l'habitude de dire de manière trivée au quartier, c'est des balles perdues. Alors, mais il ne faut pas que ce soit fait de manière gratuite. On a eu des vidéos de propagande de ces rebelles de l'État virtuel de l'Ambazonie qui malheureusement attaquent très souvent des éléments de force défense par embuscade. Et dans ce cas de figure, lorsqu'il y a des ripostes, il peut y avoir justement des civils qui se retrouvent là et qui prennent des coups et des balles perdues, comme vous l'appelez. Alors, au-delà de ces rapports qui sont rendus publics aujourd'hui, lorsqu'on lit ces rapports, à 80%, ils s'intéressent à l'action, aux opérations de l'armée sur le terrain, et seulement à 20%, ils s'intéressent aux exactions menées par les rebelles. Mais dans le cas d'espèces, est-ce qu'on doit pouvoir parler d'exactions lorsque c'est l'armée et également parler des actions lorsque c'est les rebelles? Non, monsieur Moutomé, ce que vous devez déjà savoir, c'est que même s'il y a une bible de rapports, il faut savoir qu'en République, le monopole de la violence appartient à l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui déploie les moyens qu'il juge nécessaires pour sécuriser son territoire. Et maintenant, l'armée est l'un des leviers que l'État utilise. Maintenant, lorsque l'armée est donc confrontée à un certain nombre de personnes qui veulent faire comme eux, pourtant ils n'ont pas la légitimité de le faire. C'est-à-dire des personnes qui n'auraient jamais dû prendre des armes, mais qui se retrouvent avec des armes en train d'imiter l'armée. Il peut donc avoir ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et ça arrive dans toutes les armées. Même les armées les plus expérimentées du monde. Même quand la Navy aux États-Unis se déploie, il y a toujours des dégâts collatéraux. Maintenant, il ne faudrait pas que qu'on prenne ces dégâts collatéraux-là et qu'on les impute pour vouloir dire que l'armée ne fait pas son travail. Non, on devrait, je pense que quand il s'agit d'une question de sécurité, on devrait pouvoir être unanime là-dessus pour d'abord encourager les forces de l'ordre et les forces de maintien de l'ordre. Mais maintenant, il faut aussi reconnaître que si il y a une recrudescence de ces dégâts collatéraux-là, c'est parce que certains éléments dans cette force de maintien de l'ordre et de sécurité sont soit des brebis galeuses
ou alors souffrent de ce que la gestion des troupes n'est pas bien faite. Je crois que vous avez fait une émission ici où on relevait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été relevées, c'est-à-dire qui n'ont pas changé de poste depuis un certain nombre de temps. Et donc qui accumulent déjà un certain stress et une certaine fatigue. Et lorsqu'on est sur le front et qu'on a déjà ce genre de problème, il est possible que notre capacité de discernement souffre de quelque chose. Je pense que ceux qui sont des militaires comprennent de quoi est-ce que je parle. Donc, il est donc question de faire une certaine rotation des troupes et que cela ne se fasse plus sur la base d'un certain copinage. Parce que j'ai encore vu une vidéo hier où un certain groupe de policiers se plaignaient de ce qu'ils n'ont pas été relevés depuis un bon nombre de temps. Ils n'ont pas reçu de rations et tout. Donc, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver quand on est dans un pays normal. Parce que quand les hommes qui sont au front ont faim, ils ont des agissements, ils ont des agissements qui ne sont plus contrôlables. Il est donc question qu'on revoie la manière de gérer les troupes, mais aussi que cette armée-là, qui attend des populations que leur apporte le renseignement, qu'on voie comment les populations sont gérées, parce que la misère dans laquelle vivent ces populations n'encourage pas ceux-ci à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité. Parce qu'il faut le dire, le grand travail de l'armée se fait aussi sur la base du renseignement prévisionnel. Et ce renseignement-là est généralement donné par les populations qui sont dans des quartiers. Et ces populations doivent être mises en confiance pour que le travail se fasse et que la sécurité règne. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas de développement dans la guerre. Il n'est pas possible de se développer s'il y a la guerre. Et nous souhaitons, parce que nous avons pour credo un Cameroun qui protège et qui libère les énergies avec l'humain au centre de nos préoccupations. Pour nous, celui qui devrait être pris en compte, c'est le Camerounais lambda, celui-là qui vit là-bas dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, qui n'a plus besoin de ça, qui a déjà besoin de vivre quelque chose qui est mieux que ce qu'il a vécu depuis 2 années ou 3 années aussi que cette guerre dure. Est-ce que la légitimité de la force, puisqu'on le dit, c'est l'État qui a la force légitime, donc peut déployer son armée, mais est-ce que cette légitimité enlève qu'on puisse enregistrer des bavures justement de l'armée plutôt que de parler d'exactions? C'est peut-être aussi une appréciation qui n'est pas du goût des acteurs politiques qui pensent que Human Rights Watch en fait un peu trop autour de l'armée camerounaise. Voyez-vous, le résultat du baccalauréat vient d'être publié. Et il se trouve que la région du sud-ouest est arrivée, n'est-ce pas? Deuxième, derrière le nord-ouest, qui est premier. Très bien. Donc, c'est pour dire qu'il y a quelques années, il y a de cela 2 ou 3 rentrées scolaires, on ne pouvait pas en dire autant. Ça veut dire que l'armée a réussi un exploit à sécuriser, ne serait-ce que, n'est-ce pas, l'essentiel pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que nous avons fait un credo là-dessus. Tout faire, mais ne pas empêcher les enfants d'aller à l'école. Ce qui n'était pas le cas au début. Aujourd'hui, on peut dire que c'est déjà une victoire. Maintenant, lorsque vous parlez d'exaction de l'armée, je voudrais qu'on parle de l'armée camerounaise. On parle de l'armée en tant qu'institution. Il faut faire la différence entre l'armée en tant qu'institution et certains éléments égarés de l'armée. C'est le rapport de Human Rights Watch qui précise. Non, mais c'est à dessein. Je vais vous dire une chose. Moi également, je ne fais pas très cas de ma casquette de défenseur des droits de l'homme puisque je suis un responsable du Comico. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas qu'on prenne le truc de défenseur des droits de l'homme. Parfois, on oublie trop ce qu'on appelle le droit des victimes. Personne ne pense aux victimes. Lorsque quelqu'un dit, on vient de prendre, mais personne ne pense à la personne. Il faut souvent comprendre quel est le véritable problème. Quel est l'intérêt d'une ONG de vouloir systématiquement à chaque fois faire croire que l'armée est dangereuse pour sa population. C'est de ça qu'il s'agit. Vouloir faire croire que l'armée est dangereuse pour sa population, ça veut dire que vous n'avez pas une armée républicaine. Vous avez une armée de brigands qui passe son temps à terroriser les populations, et alors pour ça, il faut ce qu'ils appellent dans leur jargon la bien-pensante communauté internationale, une force d'interposition. Mais je rappelle que lorsque même il y aurait un cas pareil, quelqu'un a parlé tout à l'heure ici des civils, je le mets au défi de me montrer la tenue des hommes des ambassoniens, qui me disent comment ils sont habillés.
pourquoi faire que il y a phase 2 que pourquoi faire que l'armée ne peut pas faire l'erreur parce que non voilà un soldat de l'armée empoisonné et voilà un civil. Il se trouve que généralement dans ce genre de situation, lorsque l'armée a des renseignements justement et que l'armée va peut-être pour débusquer une poche de ces gens, ils ont toujours avec eux des populations qui leur servent justement de bouclier. Parce que quand on dit service de bouclier, ça ne veut pas dire qu'on est en train de chercher. Ça veut dire que l'armée est là. Pendant que l'armée est en train de se déployer, vous mettez un mur de personnes, on ne voit pas. Mais le chef se constate seulement que ces éléments sont en train de mourir. On ne sait pas d'où sortent les balles. On voit plutôt les populations en face. Ceux qui tirent sont embusqués. C'est ça qu'on appelle bouclier. Mais à partir de ce moment-là, la réaction peut être fulgurante. Et ceux qui ne se trouvaient justement entre deux feux, qui se retrouvent pris, n'est-ce pas, entre deux feux, prennent des balles, pas parce que c'est le vœu de l'armée, parce que je dis, nulle part, et il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de guerre propre. Que ce soit l'armée la plus professionnelle du monde, dont on parle, les marines américains et tout, lorsqu'il va en intervention, il y a toujours, on prévoit toujours des cas où il peut avoir ce qu'on appelle des bavures, pas des exactions, parce qu'il faut bien faut pas confondre bavure et exaction. Alors Abel, on va sortir avec vous en 2 minutes avant de lire quelques messages. La réalisation avec la contribution de la PDG qui nous suit nous a fait une clémence de 15 minutes supplémentaires, donc il nous reste 5 minutes si mon chrono est exact. Donc en 2 minutes aujourd'hui, on le sait quand même, il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique et où on parlait toujours de ces bavures militaires. Et certains des éléments des forces de défense et sécurité se sont retrouvés devant les juridictions. Est-ce que ces actions qui avaient été en son temps relayées par ces organisations ont permis à l'armée de pouvoir faire son mea culpa et de réorienter ses actions sur le terrain? Notre armée est une bonne armée avant le début de cette guerre. Elle l'a prouvé. Elle a été sollicitée par des organisations internationales pour aider au rétablissement de la paix dans d'autres pays. Ça ne peut donc pas être mis sur la table comme une armée de voyous, au même pied d'égalité qu'une bande de voyous. Il n'y a que des voyous qui sont payés pour le dire, pour venir le dire sur vos plateaux. Si ça ne dépendait que de moi, on ne leur donnerait plus la parole. Tout le monde a droit à la parole, M. Limbi. Non, voilà. Tout le monde n'a pas droit à la parole. Merci beaucoup à vous. Alors, je termine. Oui. Je remercie la PDG de nous permettre, une fois de plus, de dire que à nos compatriotes que tous ceux qui jouent avec le feu, qu'ils regardent la Libye, qu'ils regardent le Sud-Soudan, tous ceux qui jouent à porter les valeurs d'autres civilisations, qui sont payés pour venir nous dire les droits de l'homme, que les autres fabriquent chaque jour au gré de leurs intérêts. Le jour où ils ont besoin qu'on couche avec les animaux, ils fabriquent les droits de l'homme de coucher avec les animaux. Le jour où ils veulent les droits de l'homme contre le Cameroun, ils fabriquent les droits de l'homme contre le Cameroun. C'est l'occasion de dire à l'armée que vous avez toujours été professionnel. Contre les coupeurs de route dans la Damawa, vous n'avez pas tué les civils. Et les coupeurs de route, c'était des civils. Chaque jour, vous arrêtez des bandits armés ici, dans la ville de Douala et ailleurs. Vous ne les tuez pas. Nous savons que vous vous efforcez de faire bien votre travail. Et les rapports de Human Rights Watch et de ceux d'un monde à venir et de tous les propagandistes ne nous impressionnent pas. Merci beaucoup à vous, Abel Limbi. On va prendre quelques SMS et téléspectateurs, juste 5, si jamais la réaction nous le permet. Alors, c'est M. Freddy Bita depuis Bolova qui nous envoie son message. Le consultant n'est pas compris par les autres panélistes, à mon sens. Il veut nous faire comprendre que le but de ces rapports rendus publics est de divertir les Camerounais. L'opposition doit trouver ses propres armes pour mettre en mal le gouvernement. Il apparaît qu'elle passe son temps à parcourir les documents que le gouvernement les sert au quotidien pour les commenter au lieu de les présenter, à l'opinion publique l'offre alternative. C'est Jacques Debolova et à M. Moukoudi. Peut-on
Monsieur Moudi, peux-tu nous dire comment les ONG sont-elles financées au Cameroun et quelle est l'identité remarquable des éléments de l'état virtuel de l'Ambazonie? C'est une réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous sur le plateau. On constate simplement qu'avec cette guéguerre entre les ministres, le Premier ministre n'a aucun véritable pouvoir dans ce pays. C'est une réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. J'attends un certain opposant de l'opposition sur le plateau ergoté pour plaire au système. Tout de même, je remercie énormément le travail que vous abattez chaque temps pour éveiller les consciences des Camerounais sur la gestion de nos affaires, que certains comprennent davantage que le système est mauvais, il est dangereux. C'est Ernest Wandi qui nous envoie ce message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. La transparence n'est pas la chose la mieux partagée dans ce monde et dans ce Cameroun, et elle ne sera pas encore moins malgré le travail que vous faites au quotidien. Bonsoir, je suis désolé également ce soir, mais je ne partage pas le point de vue de M. Abel Limbilobé sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Lorsque les opposants se montrent aussi condescendant que le RDPC, ça devient compliqué. Est-ce à nous de faire ou de dire la vérité à travers nos plateaux de télévision qui sont et les débats de plateaux de télévision dont la pertinence n'est plus à remettre en doute? Je voudrais davantage interpeller et les organisations de la société civile et les partis politiques de prison à jouer franchement le jeu. Bonsoir à vous sur le plateau. Félicitations à M. Mang qui maîtrise parfaitement le sujet de ce soir. C'est un des spectateurs depuis Edea qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Abel Elimbilobet, toujours fier de vous écouter, mais merci monsieur Julien Sepo d'avoir fait l'analyse juste de cette crise anglophone. Cette histoire avait été préparé et organisé depuis. Je l'ai vécu dans les réseaux sociaux avant même que ça n'éclate. La grève des avocats était juste un prétexte pour lancer les hostilités et le mouvement. C'est Guy qui nous écrit depuis l'Italie, précisément dans le cadre de cette émission de ce soir. Plusieurs autres SMS continuent d'arriver et il nous sera difficile de pouvoir tous les lire. Aide depuis Paris en France également nous a écrit, et c'est toute une Bible qui nous écrit ce soir. Les Camerounais savaient-ils qui est Human Rights Watch? Savent-ils qui finance cette organisation et à qui elle rend compte en fin de journée? Savent-ils quel est son but précis lorsqu'elle s'attaque à l'armée camerounaise et essaye de la décrédibiliser? Qui veut-elle affaiblir et dans quel but? Ou Human Rights Watch lorsque l'armée française a ouvert le feu sur les populations en Côte d'Ivoire? Où était Human Rights Watch lorsque les militaires français violaient les enfants en République centrafricaine? Où était Human Rights Watch lorsque des atrocités étaient commises par certaines armées en Irak ou ailleurs à travers la planète? Que les Camerounais sachent que ces soi-disant ne sont pas anodins. Il est dommage de voir des Camerounais tirer à boulet rouge sur leur armée nationale, composée de leurs propres frères et sœurs, qui les protègent au quotidien au prix de leur vie, à cause d'une organisation dont ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. C'est Aide depuis Paris en France qui nous a envoyé son message. On va s'arrêter là ce soir avec cette émission, et notamment avec les messages qui continuent d'arriver. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous accompagnent lundi, mardi, mercredi, 21 et 23h. Merci également à la PDG qui nous a accordé un surplus de 15 minutes pour cette émission. Merci à ce monsieur venu sur le plateau, David Moukoudi, Un Monde à venir. Transmettez le prompt rétablissement à monsieur Philippe Nanga, Julien Sepo qui revient de sa retraite politique d'une façon ou d'une autre, et puis également Bertrand Mong du PCN, Abel Limbilobé, j'espère qu'il sera là demain. Et il y a une thématique assez particulière peut-être qui va vous concerner demain, Abel Limbilobé. Mesdames, messieurs, c'était tout au clair de ce mardi sur la télévision du Monde, 308 sur Bouquet 47. Restez en compagnie de programme. Bonsoir et à demain.